Bonjour, bienvenue au Parlement européen à Strasbourg pour ce nouveau numéro d'Europe Hebdo. Et aujourd'hui, focus sur la Grèce. François Hollande était en visite officielle, c'est la deuxième fois qu'il se rend dans le pays, mais cette fois, il était accompagné de grands patrons qui veulent investir dans le pays. La Grèce serait sur la voie de la guérison. Regardez. En Grèce, François Hollande n'est pas venu seul. Il est accompagné de son ministre de l'économie, Michel Sapin, ici en train de signer des accords avec son homologue grec. Accompagne le chef de l'État aussi 5 grands patrons français. On est venu faire du business, le pays est à vendre et il y a des affaires à saisir. Déjà vendu une partie du Pirée, le port d'Athènes, aux Chinois. Vendu aussi 14 aéroports régionaux aux Allemands pour plus d'1 milliard d'euros. Soldé des plages et des marinas à des investisseurs turcs et arabes, 450 millions d'euros. Mais pour rembourser ses créances, la Grèce doit vendre plus. Et c'est là que les Français voudraient entrer dans la danse. Mais ici, pas question d'en parler à haute voix, discrétion oblige. Devant le Parlement grec, François Hollande réaffirme son soutien aux Grecs en se disant favorable à une renégociation de leurs dettes. Il y avait des réformes à faire. Les Grecs les ont adoptées. Il y en a d'autres encore à mener. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y aura un allègement de la charge de la dette. Et pour alléger la charge de la dette, il faut continuer les privatisations. Et les entrepreneurs français veulent leur part du gâteau grec. Reste à vendre les routes et les autoroutes, un gros marché qui intéresserait le groupe de BTP, Vinci. Les chemins de fer aussi sont à céder. Pour la maintenance, le géant Alstom se tient prêt. Les Français sont à la traîne, à la 4e place des investissements en Grèce. Mais ils sont optimistes, c'est le bon moment pour investir. Des investisseurs en position de force, la Grèce est sous pression. Le pays s'est engagé à retirer 50 milliards d'euros de ses privatisations. Alors, nous ont rejoint sur ce plateau 2 eurodéputés. D'abord, Stelios Kouloglou, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé grec et élu sous les couleurs de Syriza, le parti d'Alexis Tsipras. Vous êtes aussi un homme de télévision, très connu, me dit-on, en Grèce. À vos côtés, Inge Gressle, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée allemande de la CDU, le parti d'Angela Merkel. Alors, vous venez de voir ce reportage, beaucoup de privatisation à la Grèce qui vend un peu ses bijoux de famille. Est-ce que la Grèce est à vendre et à n'importe quel prix? Stelios Kouloglou. Je pense que malheureusement, on est obligé à vendre beaucoup de choses à bon marché. Et vous savez qu'il y a une condition, une condition pas écrite pour que l'Allemagne signe le mémorandum, ce mémorandum très dur d'ailleurs, était que le gouvernement vend les 14 aéroports. Parce que le gouvernement précédent de Syriza voulait renégocier les 14 aéroports, les contrats. Pourquoi? Parce que le gouvernement les avait vendus à trop bas prix, les avait mal vendus. Le gouvernement précédent. Le précédent, oui. Oui, on voulait renégocier. Pas nier. À la hausse, augmenter le prix. Oui, mais demander un meilleur prix. Pas nier la nécessité de vendre les aéroports ou de privatiser, comme vous voulez. Mais quand même, il y a beaucoup de choses qu'il fallait faire autrement si il y avait des partenaires qui se comporteraient comme partenaires et pas comme créanciers. Vous visez l'Allemagne, et là, ce ne sont pas des partenaires, ce sont des créanciers. Vous êtes interpellé, Gressle? On est tout à fait des créanciers, mais on est des créanciers parce qu'on croit que la Grèce peut y arriver. Et c'est pour ça qu'on a dit privatisation, pas privatisation pour qu'on privatise les choses, mais pour que l'économie puisse se relancer et pour créer aussi des emplois. Parce que ce qu'on voit, c'est que les aéroports grecs sont sous-valeur maintenant, sont sous-valorisés par l'État grec. Des investissements manquent. Bon, il faut prendre beaucoup d'argent en la main pour vraiment faire profiter pleinement de ces possibilités qu'offrent ces aéroports. C'est pour ça que je ne crois pas qu'on les a eus de bon marché. Non, le travail est encore devant. Et je vous assure, les aéroports grecs font après partie du réseau de Fraport. L'aéroport de Francfort, c'est une société privée.
Et je crois que l'État grec et le peuple grec va en profiter. Alors, je suis désolée de voir que la privatisation est vue comme on vend les bijoux de famille. Non, on essaye de vraiment de donner à la Grèce et à ses aéroports toutes les chances. Et la même chose va y arriver avec le port grec, vous allez voir. Bon, mais écoutez, mais quand même, pendant les négociations d'été, pendant que M. Schäuble menaçait que pour le Grexit, il a demandé que, le ministre allemand des Finances, que tous les biens grecs d'une hauteur de 50 milliards d'euros soient transférés à un obscur institut à Luxembourg, contrôlé indirectement par lui-même, par M. Schäuble. Ça, on ne l'a pas accepté. Mais je pense que ce n'est pas toute l'Allemagne qui pense comme ça, évidemment. Évidemment pas. Mais il y a des gens qui pensent comme ça, et c'est une pensée plutôt d'un assassin économique que d'un partenaire. C'est ça que je voulais dire. Alors, laissez-moi rappeler que l'Allemagne est créancier de presque 100 milliards d'euros. Alors, on aime, nos non-contribuables donnent cet argent-là. 100 milliards d'euros. Oui, on aimerait bien avoir la garantie que cet argent n'est pas perdu. C'est pour ça que je ne peux que vraiment faire pression sur le gouvernement grec de mettre en œuvre tout le programme pour vraiment créer la relance de la situation en Grèce, de l'économie en Grèce. La situation est dangereuse pour nous deux, et pour la Grèce, et pour l'Allemagne, et pour la France aussi. Inge Gressle, les choses bougent quand même en Grèce. J'ai listé le blocage des capitaux a incité les Grecs à se convertir à la carte bleue et à limiter l'argent liquide. Les déclarations fiscales sont désormais informatisées. Bercy a aidé à construire un meilleur système fiscal. Les élections de septembre ont permis à Alexis Tsipras de prendre des distances vis-à-vis de son aile gauche, la plus dure, et d'adopter quelques réformes. Une loi vient d'être votée, augmenter les taxes, une TVA à 23%. Les choses bougent en Grèce. Est-ce que le pays est en voie de guérison? Écoutez, est-ce que le patient en grec pendant les mois qui est passé des élections, on a arrêté 2 oligarques grecs. Ils sont maintenant en prison. On a arrêté plus des oligarques que les alliés de Mme Gressle ont arrêté pendant 4 décennies. Alors, on a arrêté il y a un gens qui a été condamné à la perpétuité à cause de blanchiment d'argent. Il était un marchand des armements. Des fraudeurs fiscaux. Il était un marchand des armements. Il vendait à Grèce des chars allemands d'ailleurs. On l'a jeté à la prison. On essaie d'appliquer les réformes et de respecter notre signature. Le problème, c'est que le programme est assez dur à ce qui concerne l'austérité, pas la modernisation. Nous voulons appliquer des réformes beaucoup plus que les partenaires européens, mais il y a l'austérité qui est très dure. Je vous donne un exemple, TVA 23%, et tous les entreprises maintenant doivent payer 100% de l'impôt pour l'année prochaine. Ils sont surtaxés, mais aussi ils vont payer, ça ne passe pas nulle part dans le monde, ça se passe en Grèce, ça c'est très difficile pour les entreprises grecques, et ça il faut faire beaucoup d'efforts. L'austérité. Cette victimisation de la Grèce, je veux rappeler quand même que ce gouvernement a tout fait pour... C'est de la victimisation, ce qu'il vient de dire, oui. Oui, c'est ça. La Grèce est victime d'elle-même un peu parce que le gouvernement a tout fait pour aggraver la situation économique et financière. Et c'est le Grexit, c'est pas les créanciers qui ont poussé la Grèce au Grexit, c'est eux-mêmes, c'est vous-même qui vous ont poussé par des mesures non prises au Grexit. C'était une situation quand même dramatique, du jamais vu, et les contrôles des capitaux continuent jusqu'à aujourd'hui. Et je dois vous dire qu'en ce moment, c'est la Troïka qui est en Grèce, les institutions, dont le résultat, c'est que de 42 points à mettre en œuvre, il n'y a que 14 qui ont été mis en œuvre. C'est pour ça que 2 milliards d'euros sont bloqués. Alors, je ne peux qu'appeler à la Grèce, faites ce qu'on a accordé ensemble. On l'a accordé avec ce gouvernement aussi. Tout le monde a signé. Et je dois vous dire, je n'ai pas d'alliés oligarches. Pas que je sache. Je dois vous dire que je suis très préoccupée. Il faut arrêter ceux qui violent les lois, mais il faut aussi arriver à un jugement. Alors, on peut toujours arrêter tout le monde, mais qu'est-ce qu'il y en a avec le jugement? C'est ce qui compte pour moi, parce que c'est ça le résultat. Et je vais observer ça, comme vous me l'avez dit, je ne le savais pas. Je dois vous dire que je suis très préoccupée, parce que ça ne suffit pas de montrer du doigt les autres. Faites-le, faites-le. Et c'est le message que le Premier ministre Tsipras a reçu ici.
dans cette chambre des députés, des chefs de groupe, faites-le. Comme ça, on ne peut pas vous aider si vous ne vous aidez pas vous-même. Mais pensez-vous, madame, qu'il est temps d'arrêter de donner des leçons? Ça veut dire les deux plus grands scandales industriels des dernières décennies sont d'origine allemande. Le scandale Siemens et maintenant on a le scandale Volkswagen. Vous avez même donné des pots de vin pour gagner l'organisation des mondiales de 2006. Alors, madame, la reine est née. Il faut arrêter de donner des leçons aux autres. Il faut se comporter comme un partenaire et pas comme un professeur qui donne toujours des leçons et qui punit les élèves qui n'obéissent pas aux autres. Merci pour la critique fondamentale qui ne me sert à rien. Je dois vous dire que l'Allemagne a aidé à la Grèce comme on n'a jamais aidé à un pays. Jamais. On vous a aidé, on vous traite de partenaire, mais il ne faut pas maintenant continuer à ne rien faire. Vous savez, j'ai un peu marre. Le scandale Siemens, ça date de 2004. Et je vous assure, Siemens, et je ne suis pas responsable de Siemens, l'État non, oui, le gouvernement non plus, ils ont vraiment tout fait pour que ça n'arrive plus. On a ce scandale Volkswagen et vous allez voir qu'on fait vraiment, ils vont purifier la maison. Là, je suis absolument sûre et les Américains vont les forcer à y faire. Heureusement. C'est pour ça que ceux qui ne suivent pas la loi, il faut vraiment tout faire. Mais ça ne sert à rien de ne pas faire ce qu'on a accordé ensemble. C'est pour ça que je ne peux que vous demander de faire ce qu'il faut faire. Voilà, monsieur, au même moment, il y a la crise des migrants. Et pour la contenir, cette crise des migrants, Bruxelles annonce la création de 100 000 places d'accueil. 30 000 places seront créées pour la Grèce. C'est que la situation devient critique. La semaine dernière, c'est un bébé de moins de 18 mois qui a été sauvé in extremis au large de la mer Égée. Regardez, les images sont commentées par Katia Gilder. Quelque part entre la Grèce et la Turquie. Ce jour-là, la mer est calme, quand tout à coup, ces pêcheurs turcs aperçoivent au loin des naufragés. 3 jeunes enfants qui appellent au secours. Très prudemment, ils les hissent à bord de leur bateau, le temps de faire un dernier tour pour récupérer les gilets de sauvetage. Et puis soudain... C'est un bébé, il est vivant! Le petit garçon de 18 mois flottait depuis 5 heures, quasi inconscient. Mon Dieu, il est vivant! Il faut sortir l'eau de ses poumons! Le pêcheur est un peu surpris, des gestes dans tous les sens. Tiens-lui les pieds, mets-lui la tête en bas! Mon Dieu, il est tellement petit! Allez, appelle les gardes-côtes! Après quelques heures à l'hôpital, il retrouvera sain et sauf sa famille syrienne, rescapée elle aussi. Le nombre de migrants noyés en mer Égée ne cesse d'augmenter. Avec l'arrivée de l'hiver, la traversée est de plus en plus dangereuse. Voilà des images poignantes. Quand vous voyez ces images, ce bébé sauvé in extremis au large de la mer Égée, vous dites quoi? Stelios. Moi, je peux vous dire que la position adoptée par Mme Merkel au début de la crise récente est très positive, digne d'une chancelière allemande, parce qu'elle a... Elle a été beaucoup critiquée, mais elle garde le cap. Hein. Mais quand même, il faut admettre maintenant, et Mme Gressler doit l'admettre, parce que la Grèce disait déjà il y a 5 ans, 4 ans, qu'il faut s'adresser au problème des réfugiés. On cassait les problèmes au-dessous du tapis, et maintenant le problème a explosé, quoi. Alors, et maintenant, tout le monde comprend que la tragédie et la pression que la Grèce a eue pendant ces ans-là, quand on demandait de changer de Dublin, de tout ça, personne ne voulait pas nous attendre. La Grèce, c'est la frontière extérieure de l'Union européenne. Là, il y a des obligations. J'aimerais vraiment qu'on aide la Grèce pour remplir ses obligations. Et là, on a pris plusieurs pas pour que la Grèce puisse remplir ses obligations. Le problème, c'est que de dire au revoir à tous ces réfugiés pour les amener en Allemagne, c'est ce qui se fait maintenant. Ça a des conséquences sévères et chez nous aussi pour la pensée européenne. Et j'espère que ce n'est pas ce que votre partenaire de coalition du gouvernement a annoncé de faire. J'espère que ce n'est pas ça, de dire au revoir aux réfugiés pour les amener en Allemagne. Vous savez,
Quant à l'intégration, à l'acceptation à longue durée de ces réfugiés, l'Allemagne fait 20 fois plus l'année dernière que la Grèce. Et cette année, on fait vraiment, ça a quadruplé. Nous, on a maintenant 400 000 réfugiés, demandeurs d'asile, et qui vont rester chez nous, et vous avez 9 000. Ça, c'est une relation où il faut en parler. Il faut une solution européenne, ça c'est clair. Ce n'est pas que la faute de la Grèce. Il y a beaucoup d'autres pays qui refusent de prendre des réfugiés. C'est ce qu'il faut régler. Sinon, ceux qui ne prennent pas les réfugiés, il faut qu'ils payent. Il faut qu'ils payent ceux qui prennent les réfugiés. La Grèce fait beaucoup pour accueillir les réfugiés. Nous, on voit tous les jours les scènes à Lesbos. Et je suis autant désolée que pour les scènes que je vois à la frontière bavaroise. Il n'y a pas de solution facile. C'est pour ça que vous n'allez pas voir que je me querelle avec vous là-dessus. La Grèce demande une rallonge de plus de 300 millions d'euros pour accueillir ces migrants. On ne pourra pas lui refuser ça? Je crois qu'il faut maintenant pas. Il faut une solution européenne. Il faut que tout le monde réfléchisse ensemble à ce qu'il faut faire pour vraiment gérer cette masse de personnes. Et c'est pour ça que je ne peux pas dire oui ou non, mais je crois qu'il faut trouver des solutions pour ceux qui vraiment accueillent ces réfugiés. Il faut aider les pays aux Balkans. Inge Gressle, Stelios Kouloglou, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous, on poursuit avec toute autre chose. Le statut des fonctionnaires n'est plus adéquat pour certaines missions. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron lors d'un débat. Il a provoqué un joli pataquès, se faisant recadrer par la suite par sa hiérarchie. Nous sommes allés voir en Suède comment ça se passe. Là-bas, il y a des fonctionnaires, mais ils n'ont plus de statut particulier. Ce sont des salariés comme les autres. Ils peuvent même se faire licencier. Regardez le reportage à Stockholm d'Elsa Monda-Gava. Depuis le mois d'août, Anna Karlsson est professeure dans un collège public de Stockholm. Elle y enseigne le français. Bonjour tout le monde. Bonjour madame. Ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Mais aussi l'anglais. En Suède, c'est 2 matières par professeur. Et ce n'est pas la seule différence avec le système français. Ici, les enseignants n'ont pas d'affectation. Ils choisissent eux-mêmes leur établissement. C'est à moi de décider de poser une candidature dans n'importe quelle école, dans n'importe quelle ville. Donc, je suis libre. C'est presque comme le marché privé. Le marché des écoles, oui. C'est clair que c'est très différent que le système français. Car Anna n'a pas de statut particulier de fonctionnaire. Elle a signé un contrat de droit privé directement avec la principale de l'établissement. Gunilla Olsson, elle, est presque une chef d'entreprise. Elle gère le budget alloué par la municipalité, recrute les professeurs et pour les motiver ou les sanctionner, elle a un moyen de pression. Les proviseurs déterminent eux-mêmes les salaires des professeurs. Si je trouve un enseignant pas assez bon, je ne l'augmente pas. Je sais qu'en France, c'est très différent. Et d'ailleurs, j'ai une question pour vous. Comment vous faites avec des professeurs avec qui cela ne marche pas? Si des professeurs ne sont pas à la hauteur, moi, j'ai l'impression d'avoir les instruments pour corriger les choses. Depuis les années 70, la Suède a profondément réformé son secteur public. Les effectifs ont drastiquement diminué et le statut des fonctionnaires a disparu. L'emploi à vie ne perdure que pour une infime partie des agents publics. Gunnar Lindgren était conseiller aux affaires européennes pour le gouvernement. Mais au fil du temps, son activité a diminué jusqu'à disparaître. En 2011, après 34 ans de carrière dans la fonction publique, il est remercié. Je n'avais pas peur. J'étais ennuyé, c'est sûr, mais j'étais aussi curieux de savoir ce qui allait se passer. J'étais sûr que j'allais retrouver un emploi. Ce n'était qu'une question de temps. Je suis resté très optimiste. Et pour cela, il a pu compter sur une agence spécialisée en Suède, chargée d'aider les fonctionnaires licenciés à retrouver un emploi.
We are now at Trygghetsstiftelsen. It's a Swedish job security. Ici, vous êtes à la Trygghetsstiftelsen, l'agence pour la sécurité de l'emploi pour le secteur public. Nous avons été créés en 1990 et depuis, nous avons aidé 100 000 personnes. 100,000 clients. L'agence affiche de bons résultats, avec dans 80% des cas, un retour à l'emploi dans l'année. Ce sont les employeurs publics qui financent cet accompagnement à hauteur de 0,3% de leur masse salariale. Un exemple de flexi-sécurité à la suédoise. Le gouvernement voulait créer plus de compétitivité dans le secteur public, le rendre plus efficace. Et pour cela, donner la possibilité de licencier plus facilement les agents. Alors il y a eu une négociation pour créer en contrepartie un bon filet de sécurité pour les fonctionnaires qui perdaient leur emploi et leur accorder de bonnes allocations chômage. Après avoir essayé de créer sa propre entreprise, Gunnar a retrouvé du travail dans une agence publique spécialisée dans les transports. Et quand on lui demande ce qu'il pense du système suédois, il se montre plutôt philosophe. Vous savez, tout peut arriver, même dans le secteur public. Il y a des réorganisations où on demande aux gens de déménager ailleurs, en Suède, ou parfois, comme c'est mon cas, eh bien, il n'y a plus assez de travail. Mais tous ceux qui étaient passés par là m'ont rassuré. Et puis, de toute façon, je n'avais pas le choix. En Suède, cela fait donc plus de 40 ans que le public se rapproche du privé, avec l'accord des syndicats comme TCO, un des plus importants en Suède. Mais si cela ne fait plus débat, il reste des interrogations sur l'apparition de contrats précaires dans le secteur public. Il y a aussi une discussion sur les contrats de durée déterminée et les intérimaires et qu'on peut avoir de problèmes avec la qualité d'un service public s'il n'y a pas de continuité de les salariés. Mais ça, c'est une discussion qui existe aussi dans le secteur privé. Le système suédois, un modèle de flexi-sécurité qui fait parfois rêver d'autres pays d'Europe, mais qui est loin d'être transposable partout. Voilà un reportage à Stockholm signé Elsa Mondagava. Nous a rejoint sur ce plateau Robert Rochefort. Bonjour, Bonjour. Vous êtes eurodéputé élu sous les couleurs du MoDem, vous êtes économiste aussi. Alors on vient de voir le reportage d'Elsa Mondagava. Est-ce que le modèle suédois est transposable en France? Non, non, il ne l'est pas. Peut-être qu'il plaît aux Suédois, c'est très bien. 90% des fonctionnaires ont disparu en Suède. Il faut que la France se réforme, c'est incontestable. Mais je ne crois pas qu'il faille se réformer en ouvrant maintenant quelque chose qui est une opposition absolue, qui serait une façon de braquer les fonctionnaires contre les non-fonctionnaires. Sur ce statut des fonctionnaires, vous êtes plus Macron ou Mélenchon, vous alors? Écoutez, je dirais que je suis ni un ni l'autre. En revanche, je pense qu'il faut des modernisations. Il faut que les choses se rapprochent. Je vous donne juste un exemple. La semaine dernière, les partenaires sociaux, c'est-à-dire 3 syndicats, plus le patronat, sont tombés d'accord pour, en fait, allonger d'1 an la durée de vie professionnelle des salariés du privé. C'est l'accord Agirc-Arrco. Il n'est pas normal que les fonctionnaires n'aient pas le même traitement, c'est-à-dire qu'ils soient à côté de cette réforme. Il faut petit à petit faire en sorte que les choses se rapprochent. Il faut s'inspirer les uns des autres. Il faut moderniser la fonction publique. Il faut peut-être que dans certains cas, il n'y ait plus des fonctionnaires. Peut-être que, par exemple, pour entretenir les routes, ou pour vérifier l'entrée dans les musées, on n'a pas besoin en tant que tel de gens qui soient des fonctionnaires. Mais le système suédois serait en France quelque chose qui provoquerait une fracture, qui opposerait les uns aux autres. Donc en tant que tel, provoquerait une fracture. Est-ce qu'on n'est pas un peu hypocrite en France, il y a des fonctionnaires, mais il y a aussi beaucoup de vacataires, beaucoup de CDD non protégés par le statut de la fonction publique. Oui. Oui, pourquoi? Parce que nous avons plusieurs problèmes en France. D'abord, nous continuons à recruter des fonctionnaires, ce qui est aberrant, et c'est le cas y compris pour l'année prochaine dans la loi de finances 2016. Et puis, il y a un très très gros problème en France, c'est qu'en fait, nous ne savons pas manager les fonctionnaires. Il y a un vrai problème de management. Finalement, nous avons probablement trop de fonctionnaires et nous avons plein d'endroits où
le service est de mauvaise qualité. Parce qu'il manque quelque chose qui est le management. Alors, est-ce que le management, ça consiste à C'est dans le qualitatif que le bas Regardez, blesse. c'est ce que disait la chef d'établissement dans le reportage qu'on a vu. Elle a dit, qu'est-ce qui se passe si l'enseignant avec lequel je suis ne convient pas? Moi, c'est facile. Moi, j'en ai les moyens. Je le licencie. Et là, il y a un message pour nous. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de liberté dans les chefs d'unité, dans la fonction publique. Par exemple, il faut que les chefs d'établissement aient beaucoup plus d'autonomie, des capacités de négocier et même d'intervenir en partie sur la rémunération de leurs collaborateurs. Mais ça, c'est possible tout en ne détricotant pas l'ensemble de la fonction publique. Je vous cite plein d'autres exemples. Il faut par exemple qu'il y ait de la mobilité à l'intérieur de la fonction publique. Il n'est pas normal qu'au ministère de l'économie, vous fassiez l'école des douanes, ou vous fassiez l'école de la statistique, ou vous fassiez l'école des impôts, et qu'en fait vous soyez enfermé toute votre vie dans un corps. Je crois qu'il y a plus de 350 corps de fonctionnaires en France où vous ne pouvez pas avoir de la mobilité, vous ne pouvez pas changer de métier. Il faut amener de la souplesse dans tout cela. Prenons un exemple récent que tous les Français ont connu. Prenez l'exemple de France Télécom qui dans le temps était une administration des télécommunications et qui maintenant qui est une entreprise totalement concurrentielle. La Poste vit une évolution qui est un petit peu de même nature. Ces évolutions sont bonnes. Et il faut en même temps être attentif. Ces évolutions sont naturelles, on va vers plus de libéralisme, moins... Non, je pense qu'il faut dire qu'on va vers de la modernisation. On va vers une Europe plus libérale qu'une Europe sociale. Alors l'Europe, c'est être capable, au sein de l'Europe, de faire cohabiter des modèles comme la Suède et des modèles comme la France. Vous voyez bien que dans un pays qui est un pays avec une très grande diversité territoriale... Donc nous, on serait à l'extrême gauche alors? Non, on est dans une situation où on a une tradition qui est une tradition d'État. Maintenant, il faut par exemple déconcentrer, il faut décentraliser. La réforme des régions qui a été mal foutue, si elle doit quand même aboutir à ce qu'il n'y ait plus, mais malheureusement je ne suis pas très optimiste sur ce point, des fonctionnaires de mairie, des fonctionnaires de département, de région et d'État qui traitent les mêmes sujets à la fois, ce serait, comment dire, une bonne évolution. Donc, il faut se moderniser, il faut changer, il faut de la souplesse. Mais il ne faut pas... Donc Emmanuel Macron, quand il dit que le statut des fonctionnaires n'est plus adéquat dans ses missions actuelles, quand il dit ça, il n'a pas tort? Il n'a pas forcément tort pour tout. S'il le dit comme étant une vérité révélée pour tous, et s'il promeut d'une certaine façon le système à la suédoise, vous voyez bien qu'il s'agit là d'une sorte de tactique politicienne pour faire en sorte qu'il y ait au sein de la gauche des gens extrêmement libéraux et puis de l'autre côté des gens qui vont dire mais non, il ne faut absolument pas y toucher. Donc ça, c'est pas très intéressant. Mais qu'on soit porteur d'innovation, oui, qu'on soit porteur, que par exemple il y ait des contrats privés à l'intérieur de l'État et qu'il y ait des gens qui ont fait carrière dans l'entreprise privée, qui viennent pendant quelques années apporter leur contribution, qu'à l'inverse, il y ait la possibilité pour les fonctionnaires d'aller travailler en entreprise privée quand ils le souhaitent. C'est évident qu'il faut amener cette respiration et qu'il faut amener cette souplesse. Et je vous donne juste un dernier exemple. Regardez les emplois d'avenir. Aujourd'hui, pour lutter contre le chômage, on envoie des jeunes dans, en fait, l'administration ou la quasi-administration, tout en leur disant en même temps, vous ne serez pas fonctionnaire parce qu'on ne va pas embaucher, mais en même temps, on leur laisse croire que quand on ne peut pas trouver d'emploi dans le privé, c'est dans l'administration qu'on va les accueillir. Ça, c'est un mauvais plan. Parce que ça veut dire que l'administration devient un choix par défaut et non pas un choix par vocation, comme ça peut être le cas par exemple pour les infirmières, pour les gens qui travaillent à l'hôpital. Et en même temps, on fait des jeunes qui ne sont pas suffisamment formés et qui, au bout de leur mission d'emploi d'avenir, n'ont qu'une seule envie, c'est de devenir fonctionnaire pour se protéger du chômage, ce que je comprends très bien, alors que la réponse, par exemple, ce serait de faire de l'apprentissage dans les entreprises. Donc il faut savoir mettre la fonction publique et les fonctionnaires, pas n'importe où, pas n'importe comment, mais vraiment au cœur d'une problématique de modernisation de notre société. Robert Rochefort, merci d'avoir accepté notre invitation. Et vous, merci de nous avoir suivis. C'est la fin d'Europe Hebdo. La semaine prochaine, vous retrouvez Nora Hamadi à cette même place. D'ici là, bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires. Bye bye.